Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV. Et comme tous les jours, on aborde ensemble les sujets qui vous concernent et qui concernent notre région. Notre dossier du jour est bien sûr consacré à ce mouvement qui se profile demain. Bloquons tout, un appel national à paralyser le pays dont on ne sait pas très bien s'il sera suivi ou s'il fera pchit. Si 46% des Français s'inscrivent en soutien du mouvement, 100 000 participants seulement sont attendus sur toute la France. On en parle en plateau et on discute évidemment ensemble des potentielles conséquences sur votre journée, l'école de vos enfants, vos transports bien sûr et l'ensemble de nos services publics. Dans l'entretien culture, une exposition consacrée à ce trio infernal qui a révolutionné l'art au travers d'une vision politique et engagée. Niki de Saint-Phal, Jean Tinguely et Pontus Hulten, c'est au Grand Palais. Votre consommation enfin est ce symbole, le prix de la baguette de pain. Si son prix ne cesse d'augmenter en boulangerie, les supermarchés, eux, tirent les prix vers le bas. On fait le point, bien sûr, avec UFC Que Choisir. Demain, le 10 septembre, un appel national à bloquer le pays menace de paralyser la région Île-de-France. Bloquons tout, c'est le nom de ce mouvement qui, des écoles au transport, pourrait mettre une partie de l'Île-de-France à l'arrêt, en difficulté en tout cas. En tête de proue, les syndicats bien sûr, mais surtout la France Insoumise et son leader, Jean-Luc Mélenchon. On écoute. Si bien que le 10 sera un jour d'activité populaire à la base, avec pour objectif de tout bloquer et de grève dans les principales branches d'activité du pays. Le problème pour le pays et le blocage pour le pays, c'est lui. Et dès le 10 septembre, nous serons partout, aux côtés des Français et des Françaises qui bloqueront l'économie du pays pour dire maintenant, ça suffit. Je comprends que les Françaises et les Français aient envie d'adresser un message au chef de l'État. Est-ce que ça veut dire que je suis d'accord avec des propositions qui seraient violentes, qui créeraient le chaos? La réponse est non. Bloquer l'économie du pays, un appel au soulèvement soutenu par 46% des Français, des conséquences évidentes sur notre région dont on va discuter avec nos invités autour de la table. Jean-Yves Guérin, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste au Figaro. Céline Malézé, présidente du groupe Gauche communiste, écologiste et citoyenne. Axel Persson, secrétaire général CGT, cheminot de Trappes et de Rambouillet. Vous êtes également conducteur de train. Et Brice Sokol, on a besoin de vous présenter. On le fait quand même. Allez-y encore. Politologue et essayiste et auteur de Comment les imaginaires transforment la France. Merci beaucoup d'être tous les quatre autour de la table. Jean-Yves Guérin, je me tourne vers vous. Est-ce que les Franciliens doivent se préparer à une journée noire, à une journée très difficile? Alors, noir, disons gris foncé, pour autant qu'on le sache. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que effectivement, pour les gens qui prennent la ligne B du RER, ce sera compliqué. Bon, c'est la ligne qui dessert Roissy. C'est une ligne très très chargée, hein. C'est 1 million de personnes qui la prennent. Donc c'est ce qui peut fonder effectivement le fait que ce soit compliqué. Maintenant, ils vont donc se reporter sur des itinéraires bis? Oui, enfin si vous sans rentrer dans les détails, si vous habitez à la Croix de Berny ou à Antony, les itinéraires bis sont limités? Oui, voilà. Voilà, il faut prendre... ça veut dire qu'il va falloir prendre des bus, des tramways ou, quand on arrive dans Paris, du métro. En revanche, et ça c'est plutôt positif pour les usagers, bus, tramway, métro, ça doit fonctionner à 100%. Donc pas de perturbation attendue sur ces moyens de transport du quotidien. Et puis, mais certainement, Axel Persson pourra nous en dire plus. Sur le Transilien, donc les trains du quotidien, ce qu'a dit la SNCF hier, c'est qu'il y aura des perturbations, mais on ne sait pas encore l'importance et on le degré finalement de ces perturbations. Voilà. Axel Persson, est-ce qu'on en sait un peu plus? Maintenant, on le sait, puisqu'on se rapproche de l'échéance. Maintenant, on le sait, grosso modo, en Ile-de-France, à l'exception du réseau géré par la RATP, qui, eux, ont fait le choix de s'inscrire plus dans la grève du 18 de la semaine prochaine. Tout à fait. L'ensemble des lignes dites Transilien seront touchées par la grève à des degrés divers, allant de la moitié des trains supprimés à plutôt 3/4, par exemple, sur la ligne D, la ligne DR qui est plus... Donc les blocages risquent d'être importants? Bloqué. En tout cas, c'est la grève, oui, c'est la grève avec selon le taux de suivi des grévistes selon ligne, donc l'impact est différent, mais ça aussi, donc, entre la moitié des trains qui sont supprimés aux 3/4 des trains supprimés selon la participation à la grève dans les différents dépôts. À titre personnel, par exemple, sur ma ligne, on est très précisément 55% de grévistes, ce qui aboutit donc à légèrement plus que la moitié des trains supprimés, pour l'illustrer par un exemple concret sur deux des lignes que j'effectue, c'est-à-dire l'île NEU par exemple.
Merci pour ces précisions. Céline Malézé, on va assister à une paralysie globale de nos services publics. Je pense à l'école, je pense à l'hôpital, évidemment. Je pense évidemment à nos transports. En fait, on va assister à une expression d'une colère qui est latente depuis des années et qui, face à la provocation qu'étaient les propositions budgétaires de François Bayrou, qui est tombée hier, par l'alinéa 1 de l'article 49, ce qui est quand même une première dans l'histoire de la Ve République, on va assister à l'expression de cette colère. Alors, elle est de plusieurs formes, évidemment, et en partie, elle est organisée par les organisations syndicales, et je crois que ce serait très restrictif de dire que c'est un parti politique seulement qui accompagne. C'est des organisations syndicales, c'est aussi une expression qui a été tue, notamment les gilets jaunes qui ont été tus. On n'a pas su ensuite quelles étaient les conséquences politiques concrètes. Par exemple, les cahiers de doléances ont été inaccessibles pendant des années. On n'a pas su quelles étaient les doléances portées. On a fait comme si on mettait ça sous le tapis. Et là, en fait, c'est une colère qui gronde depuis un moment. Qui gronde et on a une résurgence qui avait besoin de s'exprimer parce que c'était vraiment une provocation de demander 44 milliards d'économies, finalement toujours au même. Et c'est pour ça qu'on arrive à ça. Alors, peut-être que la chute de François Bayrou et du gouvernement va dégonfler en partie, mais je ne crois pas. Parce que les organisations syndicales en intersyndicales ont appelé à une autre journée de mobilisation le 18 septembre. Brice Sokol, comment est-ce qu'on analyse cette colère? Comment est-ce qu'on la comprend? On a connu des colères successives, avec évidemment la mobilisation pour les retraites. On se souvient évidemment des Gilets jaunes. Est-ce qu'on est dans la lignée de ces mouvements ou c'est un mouvement différent, une colère qui vient d'ailleurs? Deux observations, je reprendrai ce qu'a dit Madame, c'est qu'on a vécu 2 mandats d'Emmanuel Macron qui ont été marqués dans l'inconscient collectif des Français par, évidemment, les Gilets jaunes et la répression très forte à l'égard de ce mouvement populaire, par la réforme des retraites, qui a été forcée, puisque ni le Parlement, ni une majorité de Français, ni les forces syndicales n'ont voulu. Et là, encore une fois, ça a été forcé sur le plan institutionnel, et puis ça a été une répression quand même assez dure. Vous avez eu la dissolution, incomprise par les Français, et vous avez un certain nombre de Français qui considèrent encore aujourd'hui que la représentation nationale ne correspond pas aux résultats des élections. Je pense évidemment... Malgré les élections législatives. Absolument, je pense au bloc de gauche et je pense au bloc nationaliste de droite. Ça, c'est un peu le décor. Et donc, on a cette colère qui perdure sous ces mandats d'Emmanuel Macron. Donc c'est une crise multiple. C'est une crise multiple. Et parallèlement, et on a aujourd'hui une crise budgétaire et une crise politique qui vient se surajouter. Et on a, ce qui est intéressant, parallèlement, une évolution du mouvement social. C'est-à-dire que, moi je me souviens, avant, dans les années 90-2000, il y avait une forme de ritualisation de la grève. Vous parliez, journalistes et syndicats, de rentrée sociale. Et c'est vrai, à chaque fois, il y a une rentrée sociale au mois de septembre. Et là, on s'aperçoit que c'est en train d'évoluer parce que les syndicats, comme les partis politiques, sont très affaiblis aujourd'hui. On a affaibli les corps intermédiaires. Et donc, ce ne sont plus forcément, pour un certain nombre de citoyens, des représentants institutionnels qu'il faut suivre. D'où ce mouvement auquel on va assister demain, Bloquons tout, qui a 2 caractéristiques, un peu comme le mouvement des indignés, de Nuit debout, des Gilets jaunes. C'est le mouvement, il est né en partie sur les réseaux sociaux, et 2, c'est un mouvement populaire. Donc il émane du peuple. Il émane du peuple. Et ensuite, les syndicats l'organisent et certains partis considèrent que ça répond plus ou moins à leurs exigences. Et donc ça, c'est vraiment une nouveauté, si je puis dire, dans la revendication. C'est-à-dire que ça part des réseaux sociaux, d'où l'importance des réseaux sociaux aujourd'hui, et ça part du citoyen. Et puis viennent se greffer légitimement les corps intermédiaires, les syndicats et certains partis politiques. Et ça donne 46% de Français qui soutiennent ce mouvement, contre 28% qui s'y opposent et 26% qui se disent indifférents à cette mobilisation. Axel Persson, quelles sont vos revendications finalement ? La goutte d'eau qui fait déborder le vase, en effet, c'était les annonces budgétaires du gouvernement désormais déchu. Et donc les efforts supplémentaires demandés ? Oui, notamment ce qui concerne avec cette philosophie, du moins c'est comme ça que c'est perçu par le monde du travail, avec cette politique qui consiste à vider les poches du monde du travail pour remplir celles de ceux qui sont déjà à la tête de la société, qui la dirigent déjà et qui bénéficient le plus de l'appareil d'État tel qu'il existe aujourd'hui. En revanche, il y a des nouveautés quand même. Ça, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais donc, ça veut dire que le vase était déjà rempli. Et le vase est
déjà remplie sur la question notamment des salaires, la question notamment des retraites. Et là, on l'avait déjà dit d'ailleurs pendant le mouvement sur la fin des retraites, que la façon dont elle a été mise en œuvre conduira à un moment donné, bon, personne ne pouvait prévoir sous quelle forme, à une crise politique, démocratique à un moment donné. Bon, personne ne pouvait prévoir la forme que ça allait prendre, mais là, on y est maintenant. Alors, il y a plusieurs éléments. Il y a la chute institutionnelle du gouvernement, il y a le mouvement du 10 septembre, il y a plusieurs éléments qui viennent se conjuguer à tout ça. Mais le carburant qui alimente ça, c'est bien cette colère sociale qui s'appuie donc sur la faiblesse des salaires, la destruction des services publics et aussi la constatation que, année après année, les droits sociaux se dégradent et que la génération suivante de travailleurs bénéficie de moins de droits que la génération précédente, alors que les profits et la productivité ont eu tendance à augmenter. Donc cette équation-là mène à quelque chose qui, pour le coup, n'est pas surprenant, à la conflictualité et dans lequel nous, en tout cas, on est à l'aise, peu importe si elle a l'origine sur les réseaux sociaux ou qu'elle émane d'un appel plus classique syndical. Pour nous, en tant que militants, ça a du sens. Oui, ça a du sens. Jean-Yves Guérin, quand on parle de cette colère qui est réelle, qui n'est pas feinte, on voit qu'elle gronde depuis un moment, elle a pris différents visages, on vient de l'expliquer. C'est beaucoup, 46% de Français qui soutiennent ce mouvement? Ah bah oui, c'est énorme. Parce qu'on compare, et je me permets d'aller un peu vite peut-être, mais aux 100 000 personnes qui devraient être mobilisées demain sur tout le territoire, spontanément, quand on pense au nombre de Français, on fait le calcul, 46% de Français par rapport à ces 100 000 personnes, c'est peu, non? 46%, c'est pas la majorité, mais c'est une sorte de majorité silencieuse. Vous pouvez effectivement soutenir un mouvement sans forcément y participer. Et puis en réalité, 100 000, on ne sait pas. Vous voyez, par exemple, il est annoncé le fait qu'il y aura des blocages sur le périph'. Tout à fait. Sur le périphérique. Laurent Nunez l'a expliqué ce matin. Donc à différents points, porte d'Italie, porte de la Chapelle et dans d'autres points, le périphérique serait condamné. Il ne faut pas beaucoup de gens pour bloquer le périphérique. De même, il peut y avoir des interrogations légitimes. J'ai essayé là de joindre la SNCF sur l'accès aux gares. D'accord. Je n'ai pas réussi à les avoir, etc. Mais vous pouvez bloquer une gare sans trop de difficultés. Et ça ne demande pas des moyens, me semble-t-il, etc. La même chose. Donc on peut faire du mal avec seulement 100 000 personnes qui sont mobilisées. On peut se poser la question également sur les aéroports. Oui, les aéroports franciliens qui risquent d'être bloqués demain. Aéroport de Paris qui gère Roissy, Orly. Eux, ils disent, c'est une sorte de langue de bois, extrême vigilance, etc. Mais derrière, il est évident que vous avez eu Laurent Nunez, c'est un des points de vigilance qu'ils auront. Parce que vous imaginez, si vous bloquez un aéroport international, là, la question, c'est pas de savoir s'il y a 10 personnes, 10 000, 100 000. C'est les conséquences sur les voyageurs et donc derrière, évidemment, les arrivées et les départs. Sur l'image de la France. Voilà. Vous avez raison de le souligner. J'aimerais qu'on écoute François Bayrou qui s'est exprimé le 4 septembre aux 20h de France 2. Il revenait justement sur ce faible nombre de participants. On l'écoute, ce sont ses mots. 100 000 personnes, c'est un chiffre, vous qui connaissez, assez bas pour la société française. Parce que 100 000 personnes, ça veut dire 1000 personnes en moyenne par département. Sokol, je vais évidemment vous faire réagir, mais j'aimerais un mot de Céline Malézé sur le sujet. C'est bas, 100 000 personnes, ou au contraire, vous trouvez qu'il y a une réponse suffisamment forte, en tout cas pour mener les revendications que sont les vôtres? Après, c'est assez méprisant ce qu'a dit l'ancien Premier ministre, parce que c'est une mobilisation qui est spontanée et populaire. Et cette mobilisation spontanée et populaire, elle va entrer en résonance avec la mobilisation des organisations syndicales et elle va être accompagnée par des partis politiques. Et en fait, on a une cocotte minute. Une cocotte minute qui, à chaque intervention d'un responsable de ce feu gouvernement, remettait un peu plus de température sous la cocotte minute. Les déclarations, par exemple, de la ministre de la Santé au milieu de l'été pour saccager une bonne fois pour toutes la sécurité sociale étaient une provocation gratuite. Et donc, aujourd'hui, le chiffre de 100 000, ça dépend en fait quelle forme ça prend. Hier, il y avait par exemple des pots de départ organisés de manière festive et de manière
plutôt populaire et joyeuse pour fêter le départ par exemple, de François Bayrou, ça fait partie de cette mobilisation. Et donc ça va entrer en résonance avec le 18 septembre. Et en réalité, on a quand même une partie du personnel politique qui est très inquiet de ce qui se passe. Il faudra revenir à la raison pour laquelle François Bayrou a fait un vote de confiance le 8 septembre, à 2 jours avant le 10 septembre. Et d'ailleurs, les mesures ont été prises par Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur démissionnaire. 80 000 forces de l'ordre, c'est beaucoup. Et puis il y a cette volonté de dire la France a peur. Mais en fait, la France est surtout extrêmement mécontente et elle est en colère. Et elle a soutenu le mouvement contre la réforme des retraites, 9 actifs sur 10. Et là, elle soutient quasiment un Français sur 2. La France a peut-être peur des conséquences, indépendamment des actions qui peuvent être menées. Aujourd'hui, elle est dirigée par quelqu'un qui est irresponsable à la tête de l'État et qui est la source originelle en fait, du problème, qui est Emmanuel Macron. Brice Sokol. Oui, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on observe les différents mouvements sociaux depuis 5-6 ans, les revendications ont changé, et ceux qui se mobilisent également. C'est-à-dire qu'on était sur des revendications sociales, le sujet du budget et d'autres sujets touchant légitimement les salariés, et on s'aperçoit progressivement qu'on peut tomber dans la violence politique. Quand je dis on peut tomber dans la violence politique, c'est qu'on a vu différentes manifestations aujourd'hui qui sont structurées par des groupes informels, par des réseaux affinitaires, qui ont des caractéristiques communes, qui n'est plus une revendication purement sociale en faveur des salariés, mais qui est parfois une logique anticapitaliste, anti-système. Et donc ça, c'est une évolution du mouvement social qui va vers de la violence politique. Est-ce que ce sont des personnes qui se greffent à un mouvement existant pour justement être dans cette logique de violence systématique, ou est-ce que c'est parce que l'agacement est trop fort, parce que la cocotte minute est trop pleine, qu'on assiste à des débordements? C'est pour bien comprendre. Moi, je pense qu'on peut... Enfin, les gens qui peuvent manifester, ils sont mécontents. Ils sont mécontents de la politique gouvernementale, ils sont mécontents du budget, ils sont mécontents du pouvoir d'achat. Et puis vous avez ces gens-là qui sont dans une pure violence politique. Il faut bien séparer les deux. Il faut distinguer les deux. Et lorsque M. Mélenchon convoque l'imaginaire de la grève générale, les marxistes ne sont pas dans la grève générale. Dans l'histoire sociale française, les marxistes, ils prennent le pouvoir par les institutions. Mélenchon, lui, c'est la grève générale. Quand le Parti communiste, en 1946-47, déclenche des grandes grèves dans le pays, le Parti communiste, il représente 30% de l'électorat. Aujourd'hui, Mélenchon ne représente pas 30% de l'électorat. Donc, attention à ces effets qui pourraient être des effets d'annonce, où on crispe une situation, on fait des annonces un peu dramatiques et on a peu de gens dans la rue. Moi, je voudrais citer une phrase de Jean Jaurès que j'aime beaucoup qui disait « Faire peur sans avoir les moyens, vous risquez de nourrir le conservatisme ». C'est-à-dire que paradoxalement, si jamais ça ne fonctionne pas, s'il n'y a pas suffisamment de gens dans la rue, si les Français ne prennent pas, ça fait pchit, mais surtout, ça nourrit le conservatisme et ça nourrit une autre partie de l'échiquier politique. Il faut être très prudent. Est-ce que ça vous inquiète, justement ? Est-ce que vous avez peur que cette mobilisation, telle qu'annoncée, est donc là pour faire peur, en tout cas pour faire peur à la classe politique et au gouvernement démissionnaire? Est-ce que c'est ça qui vous inquiète? Est-ce que vous avez peur de perdre le rendez-vous? Après, je pense que pour le coup, l'analyse de Jean Jaurès, pour le coup, elle est pertinente parce qu'en fait, il analyse en gros les mouvements de balancier quand il y a notamment... Bon, à l'époque, c'était pensé notamment comme des mouvements, quand il y a des mouvements insurrectionnels qui échouent, ensuite il y a le mouvement de balancier inverse qui se... Mais là, on n'est pas forcément... Vous voulez l'éviter à tout prix? En fait, là pour le coup, on est un peu... Là, pour le coup, c'est de la fiction parce qu'on n'en est pas là. On n'est pas dans une situation insurrectionnelle dans le pays. Objectivement, on ne l'est pas. Dans une situation insurrectionnelle, ça pourrait peut-être le devenir quelques mois, quelques années. Peut-être, ça, on ne peut pas le prévoir. Mais en revanche, ça reste un mouvement organisé. Oui, mais par contre, on voit qu'il y a des choses qui changent, par contre, en effet, dans les mouvements. Par exemple, la grande différence avec le mouvement des Gilets jaunes et le 10 septembre qu'on peut déjà observer, c'est que les Gilets jaunes reposaient essentiellement sur une stratégie de manifestation toutes les semaines, notamment le samedi. Mais donc, sous-entendu, la conséquence, c'est que ce n'est pas des grèves, parce que justement, la majorité du salarié travaille en semaine. Ils ne travaillent pas le samedi. Ils travaillent en semaine et pas le samedi. Il y en a comme moi qui le font. Mais la majorité, c'est pas le cas. Donc, se mobiliser sous la forme de manifestations, plus ou moins radicales, déclarées, pas déclarées, parfois même sous la forme de sortes de mini-émeutes. Et là, le changement avec le 10 septembre, c'est que là, maintenant, le choix est fait de le faire en semaine. Donc, mécaniquement, pour participer, ça implique un appel à la grève pour massifier la mobilisation. Et ça, d'ailleurs, nous, en tant que militants syndicaux, on trouve ça plutôt intéressant parce qu'on pense que la limite des Gilets jaunes, c'était pas tant les revendications qui, d'ailleurs, ont évolué. Elles sont passées de revendications sociales, y compris poser des questions de pouvoir sur les institutions. Mais ce qui manquait, c'était
justement cette capacité à organiser la grève dans les entreprises, et j'espère qu'on franchira un pas demain. Moi, je l'espère. Après, est-ce qu'on le fera? Je ne sais pas, mais en tout cas, on fait tout pour. Céline Malaisie, une réaction rapide. La mobilisation, elle cherche aussi ses voies, parce que le rejet de la politique d'Emmanuel Macron est majoritaire dans le pays. À plein de Et on le voit moments, sur la cote de popularité du président de la République. On le voit aussi sur le dernier sondage sur est-ce qu'il est considéré comme la clé de voûte des institutions, comme le garant des institutions. Et dans le dernier sondage, vous avez quand même 49% des Français qui disent souhaiter sa démission. C'est pas un chiffre anodin en réalité. Il est celui qui est l'élément qui a cristallisé à travers cette dissolution ratée grâce au NFP, par ailleurs, qui a cristallisé la situation politique. Donc c'est une accumulation. Et lui, il est toujours là. Il est toujours là. De François Bayrou. C'est une accumulation de crises. Il y a un déni politique aussi du résultat des élections législatives qui vient quand même, on va dire, une couche spéciale supplémentaire. Il y a aussi une forfaiture, parce qu'il y a ce refus de reconnaître le résultat des élections législatives. Et en fait, la mobilisation qui est en train de se constituer cherche une manière finalement d'expliquer le rejet majoritaire de la politique d'Emmanuel Macron. Et aussi d'orienter demain vers un Premier ministre vers un Premier ministre, en tout cas, mais qui serait gauche, des bancs de la France insoumise. Ce que vous dites sur on a toujours eu une partie de l'échiquier politique à gauche, alors c'est vrai aussi dans les années 70 en réalité, avec des modes d'emploi qui étaient hors des institutions légales et de la légalité. Mais sur le Premier ministre, la gauche, moi je vais dire, n'a pas vocation à gouverner à froid. Voilà, et parce qu'elle ne sait pas gouverner à froid. La gauche a besoin, pour pouvoir imposer son projet politique, soit d'avoir une légitimité de sortie des urnes, soit d'avoir une légitimité qui est issue d'un mouvement et d'une mobilisation sociale. Ce qui est en train de se passer est une mobilisation sociale. Donc si je vous suis, si Bloquons Tout fonctionne comme espéré par les syndicats et par une partie de la gauche, et le 10 et le 18 septembre, alors là, la gauche serait légitime à gouverner et donc à choisir un Premier ministre. À mon sens, elle l'est déjà, puisque les résultats des législatives de juin 2024 l'ont portée en tête. Alors certes, avec une majorité relative. D'accord, vous parliez des urnes, c'est ce à quoi vous faisiez référence. Sauf que ça fait un an et que si la mobilisation populaire veut des revendications sociales, progressistes, de justice sociale, la gauche est disponible comme personnel politique pour incarner cette alternative. Oui, ça c'est ce que... Oui, Jean-Yves Guérin. Je me permets de vous interrompre. Ça, c'est ce que dit la gauche et elle est légitime à le dire. Quand on regarde du côté de l'Élysée, on n'est a priori pas parti pour avoir ce type de balancier. Tout à fait. Ce qu'on entend, les candidats les plus plausibles avec le Cornu en tête. Et Yael Braun-Pivet en seconde position. Oui, mais enfin, Yael Braun-Pivet, déjà, ce serait un début de... De conciliation ? Ouais, tout début. Mais, pour quelle raison ? Non, ce que je veux dire, c'est que il semble que pour l'instant, l'Élysée préfère avoir un Premier ministre, une nouvelle fois, issu du socle central. De la Macronie. Et ça va continuer à irriter, Jean-Yves Guérin ? Si vous prenez quelqu'un qui est ministre depuis 8 ans, même si il est crédité d'un bon parcours, je ne pense pas que ce soit de nature à incarner le renouvellement. Tout à fait, on reste sur un statu quo partiel. Moi, pour revenir à ce que vous disiez, c'est que oui, il y a une cristallisation autour du président de la République, sa manière de gouverner, la gouvernance de sa politique. On constate également qu'il y a une majorité de Français aujourd'hui qui se sentent un peu les oubliés de la mondialisation. Que ce soit dans le rural, dans le périurbain, dans les quartiers populaires, il y a toute une frange de la population. Et d'ailleurs, j'ai complètement oublié de parler de la crise des agriculteurs, mais elle est extrêmement importante et symbolique, elle aussi. Absolument. Et tous ces gens n'ont pas le sentiment de profiter de la mondialisation. Et puis, il y a un troisième élément, et je reviendrai sur ce que vous avez dit. Dans les années 60-70, il y avait beaucoup de violence politique. Pourquoi ? Parce que vous aviez des idéologies révolutionnaires, tiers-mondistes, marxistes, très fortes. Aujourd'hui, on revient pas à l'idéologie tiers-mondiste, mais vous prenez le conflit israélo-palestinien. Aujourd'hui, il se substitue à ces mouvements tiers-mondistes. C'est-à-dire qu'il s'impose à l'échelle planétaire comme un conflit, comme une injustice. On est pour, on est contre, c'est une évidence. Et ça a aussi un impact sur les mobilisations. Et ça aura un impact fort sur les mobilisations à venir. Et ça dit quelque chose... Sur les mobilisations à la fois, bien sûr, sociales et politiques. Donc c'est pas non plus, c'est un mouvement, j'appelle ça un input qui vient de l'extérieur, mais qui irrigue une partie de nos sociétés. Et qui fera partie, vous verrez demain,
dans les différents mouvements, dans les cortèges. Oui, ça fera probablement partie des revendications. Ce sera illustratif. Voilà. Et pour revenir à ce que vous disiez sur Emmanuel Macron, finalement, est-ce que, je pose la question, mais est-ce qu'il y a tellement de Français qui ont été déçus par cette dissolution, qui ont trouvé ça injuste, est-ce qu'il ne faut pas retourner à une dissolution ? Est-ce que c'est un sujet, est-ce que la dissolution permettrait une clarté ou pas ? Moi, j'ai le sentiment qu'il faut absolument qu'on ait un budget, que ce budget, quitte à avoir un Premier ministre technique. C'est en tout cas la séquence politique. C'est la séquence politique dans laquelle on est. Bruno Retailleau a précisé que la plus grande fermeté serait appliquée quant à tout débordement. Il a aussi parlé d'une journée confisquée par l'extrême gauche, mais j'aimerais revenir à des considérations qui sont plus locales. J'aimerais qu'on écoute Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, qui s'est exprimé sur RMC ce matin et qui est revenu sur finalement une sorte de planning potentiel et des événements et des risques à venir. On l'écoute. Il y a un certain nombre de craintes, évidemment, qui tiennent à deux choses. C'est un mouvement, d'abord, il n'y a pas réellement d'organisateur. C'est pas comme une manifestation, que les téléspectateurs comprennent bien. Une manifestation, il y a un déclarant, il y a un itinéraire. Là, on a un appel général, bloquons tout, bloquons le pays, avec une multitude d'actions qui sont attendues et pas d'interlocuteur pour les pouvoirs publics. Ça, c'est le premier motif d'inquiétude. Et puis le deuxième, il est plus sérieux. C'est qu'on voit que l'appel, il a été complètement repris à son compte, après les appels, évidemment, de la France Insoumise. Mais pas que, on voit bien que toute la mouvance d'extrême gauche et d'ultra-gauche, y compris l'ultra-gauche radicale, s'intéresse à la journée de demain. Périphérique, évidemment, semble très ciblé. Vous avez les dépôts d'hydrocarbures, des dépôts de logistique, les gares, les aéroports, les transports publics aussi, sans parler des gares elles-mêmes. Donc voilà, il y a un certain nombre de sites qu'on appelle à bloquer et on s'attend sur ces sites à des opérations coup de poing. C'est le dispositif policier mobilisé, il est exceptionnel, le ministre. Il est considérable. 80 000 membres des forces de sécurité. Il est exceptionnel. Il va nous permettre, par exemple, pour la région Île-de-France et dans l'agglomération parisienne, de quadriller le territoire. Il y a un certain nombre de points qui seront tenus, évidemment, mais pas tous. Ce qui va compter, c'est deux choses. La réactivité, la mobilité des forces de sécurité intérieure pour intervenir rapidement sur chaque blocage, et puis surtout la fermeté de l'intervention. Jean-Yves Guérin, le préfet de police de Paris a été très pragmatique, comme d'habitude, il a essayé d'expliquer, de cadrer finalement ce qui pouvait se passer demain et d'expliquer comment ça serait envisagé. C'est pour le coup assez bien anticipé, et du côté du ministère de l'Intérieur et du côté de la préfecture de police de Paris. Il est dans son rôle. Il y a un mouvement qui a été qualifié de gazeux, en tout cas on ne sait pas sa magnitude, son importance. On a lâché un chiffre de 100 000 personnes, tout le monde s'est accroché dessus. En fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien. On n'en sait rien du tout. Lui, il dimensionne le dispositif par rapport à ces chiffres pour tout simplement ne pas être débordé et pas se retrouver avec ce qui avait pu se passer lors des Gilets jaunes où, par exemple, tel ministère avait été... enfoncé, il avait fallu exfiltrer Benjamin Griveaux. Voilà, c'est très vieux tout ça, mais des bons souvenirs. C'est quand même des images, des images qu'un gouvernement n'a pas envie de revivre, bien sûr. De revivre. Et auquel il faut se préparer, évidemment. Donc là, il est préparé. Est-ce que c'est trop ? On verra. Mais en tout cas, il y a... On ne pourra pas dire que les différentes institutions en puissance n'ont pas fait ce qu'il fallait. Le boulot est fait. Côté sécurité. Oui, côté Après, sécurité. Sur la politique de maintien de l'ordre, quand c'est des manifestations traditionnelles, on a déjà aussi une politique de maintien de l'ordre qui peut amener aussi à des débordements. C'est-à-dire par exemple, les manifestations... Donc s'il y a des débordements, c'est la faute des forces de l'ordre ? Non, c'est pas ça que j'ai dit. Mais les manifestations contre la réforme des retraites, par exemple, à des moments, il y avait des pressions aussi des forces de l'ordre qui amenaient aussi à des formes de conflits qui n'auraient pas pu avoir lieu. Une proximité, en fait, pour laisser la manifestation s'écouler. Voilà. Donc, évidemment, le rôle de l'État, c'est de défendre l'État. Voilà, pas de problème. Et de faire en sorte aussi, comme le dit Bruno Retailleau, que les manifestations se passent bien. Les manifestations puissent être garanties et que chaque manifestant puisse manifester aussi. Axel Persson, est-ce que ça fait du mal à cette mobilisation, cette récupération politique par la France insoumise et ces qualificatifs qu'on entend? C'est une mobilisation de l'extrême gauche, de la gauche radicale. Est-ce que ça fait du mal au mouvement ?
Ça voudrait dire que dans le pays, il y a 46% de gens qui se qualifient d'extrême gauche, ce qui n'est pas le cas en fait. Non, je parle pardon de ceux qui sont mobilisés demain, effectivement. Mais en fait, on voit en fait qu'il y a... c'est normal, c'est-à-dire que ceux qui vont s'opposer à ce mouvement, donc essentiellement les représentants de l'État ou du monde économique, et aussi des forces politiques qui les représentent, vont essayer de l'isoler en disant que c'est un mouvement d'extrême gauche, mais ça ne correspond pas à la réalité. Et justement, ce que je trouve intéressant, et nous on s'y attache en tant que militants dans ces périodes-là, c'est qu'en réalité, on ne regarde pas pour qui les gens ont voté en fait dans ces mouvements-là. Et d'ailleurs, la particularité de ces mouvements, on le voit, y compris des gens, il n'y a pas si longtemps, quelqu'un qui va participer demain, je ne sais pas sous quelle forme d'ailleurs, il a décidé de participer, mais qui disait moi j'aime bien l'ancien député dissident LR, là, Pradier, voilà, c'était ça, Pradier, mais bon, qui sera dans la rue demain, une aide-soignante par exemple. Et donc, et justement, nous, notre rôle en tant que militants CGT, dans ces moments-là, c'est de dire qu'en fait, peu importe que vous vous identifiez de droite, de gauche, d'extrême gauche ou pas, si vous êtes un travailleur ou une travailleuse, vous n'allez pas être épargné en fait par les attaques du gouvernement, peu importe ce que vous avez voté. Et nous, notre but, c'est d'arriver à construire une conscience commune et une stratégie commune. Et c'est ça sur quoi on va s'employer, et dire que la vraie division doit se faire justement entre ceux qui travaillent et ceux qui profitent du travail des autres, tout simplement, quoi. On fera évidemment le point sur la mobilisation de demain et on parlera la semaine prochaine, bien sûr, de cette mobilisation à venir du 18 septembre, Jean-Yves Guérin, qui risque d'être plus suivie. Oui, parce que, enfin, en tout cas, c'est des modes d'action plus prévisibles. Parce qu'effectivement, c'est des modes d'action que les syndicats maîtrisent. Ils ont l'habitude de ces grèves. Et donc, d'ailleurs, ils ont lancé des appels à la grève plus massifs dans les transports. Donc, entre guillemets, les syndicats seront rodés le 18 septembre et sont organisés en prévision d'une grève plus importante, notamment dans les transports. Oui. Le préavis à la RATP est un préavis commun à toutes les organisations syndicales. Ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé. Et puis la SNCF, c'est 4 organisations syndicales sur 5. Donc, vraiment le mot de la fin. Non, de la fin, juste ce matin, j'étais avec 2 maires d'Île-de-France qui me disent on est très surpris, les 2 maires de bords politiques différents. Il me dit on constate pour demain une forte mobilisation de nos fonctionnaires territoriaux. Les fonctionnaires territoriaux. Voilà, c'est ce que m'ont dit les 2 maires que j'ai vus ce matin. Et on mesurera bien sûr les conséquences sur notre région. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir été présents en plateau. Et on passe tout de suite à l'entretien culture. Le Grand Palais accueille une exposition bouillonnante autour du mythique couple que formèrent Niki de Saint-Phalle et Jean Tinguely, une alchimie amoureuse et artistique et le regard d'un homme sur leur travail disruptif et révolutionnaire. C'est Pontus Hulten, premier directeur du Musée national d'art moderne. Et la créativité est omniprésente, tout comme la liberté et la passion dévorante. Et on en parle avec Sophie Duplay. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes commissaire de cette exposition magnifique. Niki de Saint-Phalle et Jean Tinguely, c'est avant tout un couple mythique, animé par une passion dévorante. Chez eux, l'amour, elle rimait bien sûr avec passion, avec admiration, mais aussi avec défi. Je voulais vous faire réagir à cette phrase de Niki de Saint-Phalle. Mon copain de travail, mon amour, mais aussi mon rival. Est-ce que ça les définit bien ? Alors ça les définit parfaitement, effectivement, ils s'aimaient d'un très grand amour, mais aussi ils étaient en permanence en compétition dans l'art, c'est-à-dire qu'à chaque fois l'un voulait faire plus grand, plus spectaculaire, épater l'autre en quelque sorte. Et du coup ça a donné lieu à des collaborations absolument extraordinaires et chacun de leur côté aussi ont fait des œuvres qui sont vraiment des défis à chaque fois lancés à l'art, à l'environnement, à l'espace urbain. Oui, donc en défi avec eux-mêmes et puis en défi l'un avec l'autre pour se surprendre, pour s'émerveiller. Ce qui est sûr, c'est qu'ils s'aimaient. Cet amour est absolument indéniable. Comment est-ce que ça influe sur leur travail, indépendamment du défi ? Alors, il y a un bon exemple qui est montré dans l'exposition du Grand Palais, c'est le Paradis fantastique. Donc, c'est une œuvre qu'ils avaient proposée, en fait. C'était même pas une commande. En fait, ils avaient proposé d'intervenir dans le pavillon de l'exposition universelle de Montréal en 1967. Et ils avaient proposé de faire en sculpture une joute amoureuse cruelle. C'est comme ça qu'ils le définissaient. Donc, il y avait des machines de Tinguely, ces machines noires menaçantes, avec des sculptures de Niki de Saint-Phalle, très colorées, avec des formes arrondies. C'était les nanas ? C'était issu des nanas, absolument. Et il réalise donc cette œuvre absolument extraordinaire, donc qui est sur le mode vraiment de la compétition amoureuse. De la compétition amoureuse. Et c'est revendiqué, c'est assumé. Alors un homme se dit qu'il veut les voir collaborer,
c'est Pontus Hultén, premier directeur du Musée national d'art moderne. Est-ce qu'on peut dire qu'il était visionnaire, indépendamment de son goût, de sa passion? Est-ce qu'on peut dire qu'il avait flairé finalement quelque chose d'assez indicible et qui allait fonctionner, une étincelle? Alors Pontus Hultén, effectivement, il y avait un fond chez lui un peu anarchiste, et quand il rencontre Tinguely au milieu des années 50, donc il rencontre un esprit qui est tout à fait dans la même veine que le sien. Et puis Niki de Saint-Phal, qu'il rencontre par la suite grâce à Tinguely en 1960, partage aussi cette manière très révoltée d'aborder l'art. Et donc ils vont devenir amis. Et Pontus Hultén va leur proposer des installations extraordinaires à réaliser, notamment dans son musée de Stockholm, où il était directeur, et un musée qui, grâce à lui, a une audience internationale incroyable. Il leur propose d'intervenir, et donc Niki de Saint-Phal, Jean Tinguely et un autre artiste suédois, Per-Olof Hultfeldt, vont réaliser ce qu'on appelle la Hun, oui. Une énorme sculpture, ça voulait dire elle en suédois. C'est cette déesse de la fertilité. Cette déesse de la fertilité, donc en forme de nana, effectivement, de Niki de Saint-Phal, à l'intérieur de laquelle on pénétrait par l'entrejambe, comble de l'audace, et puis qui proposait au public un espace animé, ludique, avec lequel il pouvait participer. On va évidemment revenir sur cette œuvre qui est absolument mythique et qui dit beaucoup de leur collaboration et de leur talent. Elle est absolument indéniable et je la trouve très intéressante. J'aimerais juste qu'on dise un mot avant de leur amitié, des liens qui les unissent. Une amitié qui a été très documentée et dont vous présentez dans cette exposition un certain nombre d'archives et de documents qui nous permettent d'apprécier le lien si particulier qui unit ces trois personnages. Alors dans l'exposition, effectivement, en plus des sculptures, des peintures, des installations et des films qui montrent d'ailleurs les sculptures en mouvement, hein, lorsqu'elles ne peuvent pas bouger, et ça c'est très précieux, ce sont des films d'archives. On montre également des lettres-dessins de Jean Tinguely, notamment, qui explique à Pontus Hultén ce qu'il est en train de faire, et puis Niki de Saint-Phal également écrit, donc ça va dans tous les sens. C'est des documents incroyables, ce sont des documents incroyables. Et vraiment, on comprend la complicité qui les unissait, et tous les trois, et ce qui permettait effectivement qu'ils soient toujours en face pour imaginer des projets nouveaux qu'on évoque tout au long de cette exposition au Grand Palais. Ce que j'ai découvert aussi, c'est à quel point cet homme a réussi à respecter leur travail et leur liberté, à parfois mettre la main à la pâte directement finalement pour être part de leur projet, puisque chaque œuvre d'art est un projet à part entière, avec cette vision, vous l'avez dit, engagée, politique, radicale, sociale de l'art. Niki de Saint-Phal parlait d'un anarchisme joyeux. Absolument, un anarchisme joyeux donc que tous les trois partageaient. Effectivement, Pontus Hultén mettait la main à la pâte, et il faut dire que quelque chose qui est peu connu, c'est qu'il avait une pratique artistique en fait à ses débuts. Donc il faisait lui-même des tableaux, des films expérimentaux, donc il est très proche dans l'âme des artistes. Et d'ailleurs, Niki de Saint-Phal le dit, Pontus Hultén a l'âme d'un artiste plus que d'un directeur de musée. Donc c'est clair, il est vraiment toujours... Peut-être aussi pour ça que cette alchimie fonctionnait si bien. Alors, je pense que ça fait beaucoup. Ils se sentaient toujours très proches des artistes, ils savaient les écouter, écouter leurs projets, leurs passions, et leur donner les espaces, c'était très important, pour pouvoir réaliser leurs rêves. Et ça, c'était dans toutes les institutions dans lesquelles il a eu un rôle important. Il a donné des espaces aux artistes, permis des productions d'œuvres, et c'est vraiment... il a été pour beaucoup, je pense, dans la carrière de Niki de Saint-Phal et de Jean Tinguely. Alors pour Niki de Saint-Phal, cette vision engagée, politique, elle passe aussi par la défense d'une certaine idée de la puissance féminine, sans jamais abandonner la féminité. C'est là que c'est très intéressant et très subtil. Ça donne ces fameuses nanas, entre autres, puisque derrière elle le décline à foison. On note aussi une certaine autonomie de l'individu, une volonté de faire participer le public. Ça, c'est très important pour les trois. L'art doit sortir du cadre, il doit s'ouvrir, il doit pouvoir être approprié finalement par chacun. Absolument, ça c'était une grande idée que les trois partageaient. Il fallait absolument s'adresser au plus grand public, et donc c'est toujours ce qu'ils ont fait dans des installations qui étaient ludiques, participatives, vraiment qui voulaient faire en sorte que le public soit plus proche de l'art, ne soit pas intimidé par le fait d'entrer dans un musée, et donc ils vont réaliser effectivement ce tour de force à travers leurs installations.
Est-ce que ça veut dire nécessairement renier l'institution, l'establishment dans ce monde de l'art qui est assez codifié? Encore, il faut bien se replacer dans cette époque, ou s'en servir et justement aller lui tordre le cou? Alors Pontius Hulten, lui, il minait un peu les institutions de l'intérieur, hein, c'est-à-dire que c'était un directeur de musée tout à fait sérieux, mais en fait... Mais qui dynamite... voilà, qui dynamitait les choses, qui proposait d'abord des grandes idées comme la pluridisciplinarité dans les musées, l'accueil du plus grand public, un grand soin aussi apporté à l'accueil des enfants dans le musée, et puis un musée où il se passe toujours quelque chose... C'est vivant, l'art doit être vivant. Un musée vivant, voilà. Un musée vivant dans lequel on entre, pas comme dans un temple, mais dans un endroit où non seulement on va s'amuser, mais aussi s'instruire, mais tout en s'amusant de façon très décontractée. Alors j'aimerais justement qu'on revienne sur cette exposition incroyable à Stockholm en 1966, avec cette déesse de la fertilité, elle, une cathédrale. C'est certainement la plus audacieuse et la plus commentée. Ça donne cette gigantesque nana, déesse de la fertilité, représentée enceinte, d'une taille parfaitement monumentale. C'est difficile de s'imaginer ce que ça représentait. Jusque-là, rien de particulièrement disruptif quand on connaît Niki de Saint-Phal, sauf qu'on y entre par son vagin et qu'on y découvre un monde joyeux, un monde absolument incroyable, des sculptures, une galerie de fausses peintures de maîtres modernes, ça je trouve ça génial, une petite salle de ciné, un distributeur à bonbons, un toboggan, un bassin de poissons rouges, une cabine téléphonique et un banc des amoureux. Pardon, mais c'est un joyeux bordel là-dedans. Oui, un banc des amoureux, et on enregistrait en fait les amoureux et le son était diffusé quelque part ailleurs. C'est génial. Non, c'était quelque chose d'absolument formidable. Et puis surtout, ce qui est formidable, c'est l'énergie avec laquelle ils ont réussi à construire cette sculpture en 6 semaines. En fait, ils ont tout fait, toute la structure. Bon, Tinguely était quelqu'un d'absolument génial. Il avait, comme dit Niki de Saint-Phal, l'œil d'un homme du Moyen-Âge. Il pouvait réaliser en grand les petites maquettes que faisait Niki de Saint-Phal, en grand et en solide. Donc, c'est ce qu'il a fait avec la Houn, notamment. Et puis après, on les voit sur les photos d'archives, dans les films, on les voit peindre, s'agiter. Et finalement, ils réussissent... Cette prouesse qui va devenir une légende aussi parce que l'œuvre va être détruite. Ça, c'est quelque chose aussi qui marque les esprits, c'est qu'elle n'est là qu'un temps. Et donc, on s'y accroche, on s'accroche à son souvenir. J'aimerais qu'on parle aussi dans un autre registre du monstre de Milly Laforêt, une tête monumentale constituée de ferraille et de matériaux de récup, dont l'élaboration va quand même durer 25 ans. Et ça donne aujourd'hui le Cyclope. Je précise quand même que Niki de Saint-Phal et Hulten ont terminé cette œuvre après la mort de Jean Tinguely, en suivant scrupuleusement ses indications. Absolument. Donc le Cyclope, c'était vraiment le grand œuvre de Jean Tinguely. Alors c'était une œuvre collective, hein, et une des artistes principales avec lesquelles il a collaboré, c'était Niki de Saint-Phal. Elle fera la façade en miroir du Cyclope. Cette énorme tête de plus de 20 mètres de haut en plein cœur de Milly Laforêt, près de Fontainebleau, dans laquelle on entre également, et on découvre des œuvres aussi d'autres artistes. Donc les artistes ont passé des années à y travailler dans le plus grand secret. Et puis, au moment de la mort de Tinguely, effectivement, Niki de Saint-Phal a eu pour mission de parfaire le Cyclope, et elle a été aidée en cela de Pontius Hulten, toujours présent et à l'écoute. Et il sera le premier directeur de l'association Le Cyclope, qui est voué à faire l'animation de l'œuvre et à la faire perdurer. On voit à quel point ils restent liés pendant évidemment toute cette période de création artistique, mais aussi à la mort, vous l'avez rappelé, de Jean Tinguely. On termine sur le Crocodorme de Zig et Puce. C'est une œuvre collective qui se présente comme un gigantesque monstre d'une 30aine de mètres de longueur. Il s'anime et une fois de plus, le public est invité à la construction de cette œuvre, à l'itération finalement de ce que va devenir cette œuvre d'art. Alors, le Crocodrome de Zig et Puce, c'est effectivement un énorme monstre. Ah ben, je me suis entraînée, hein. C'est un énorme monstre qui est présenté dans le forum du Centre Pompidou. Il faut s'imaginer qu'il était à l'époque 3 fois plus grand qu'il ne l'est actuellement. Donc c'était vraiment une installation absolument gigantesque. Et là aussi, quelque chose de ludique, de participatif. Il y avait même un train fantôme, quelque chose qui est quand même extraordinaire dans un musée. Et le public était invité à participer, bien évidemment, à jouer dans cette installation incroyable qu'il découvrait tout de suite en entrant dans le Centre Pompidou, puisque c'était dans le forum. Et il faut dire qu'effectivement, ce qui était donné à voir avant l'ouverture au public
c'était toute la construction de ce crocodrome. Donc les artistes en équilibre sur des échelles, les bombes de peinture, tout ça c'était de l'art aussi. Faire connaître au public le processus de création, c'était quelque chose aussi de tout à fait nouveau. Ça le familiarisait avec l'art. Et le public va y répondre frénétiquement avec une présence hyper mobilisée pendant 7 mois. C'est un vrai succès là encore. C'est un vrai succès. Le crocodrome est un vrai succès et c'était comme un avant-goût des étages dans lesquels on montait après pour découvrir le musée, peut-être un petit peu plus classique dans sa présentation. En 1980, le Centre Pompidou consacre une exposition à Niki de Saint-Phal. Elle sélectionne ses œuvres et elle choisit une présentation non chronologique finalement de son art. Quelle est la facette qu'elle y présente et en quoi est-ce qu'on présente quelque chose de complètement différent cette fois-ci ? Alors, Niki de Saint-Phal, elle présente à peu près toutes les périodes de son travail. Alors, il y a les périodes, la période du début où elle faisait des choses un petit peu dans la veine de l'art brut. Après, elle présente ses tirs qui sont aussi quelque chose d'extraordinaire. Hein, quand elle tirait à la carabine sur des reliefs remplis de poches de couleurs qui explosaient, dégoulinaient, avec effectivement une certaine violence et montrer aussi que les armes n'étaient pas que l'attribut de la masculinité et donc elle pouvait aussi s'en servir pour faire de l'art. Donc ça c'est une série très importante. Et puis après effectivement il y a les nanas qui sont peut-être sa marque de fabrique, colorées, joyeuses. Et puis après une série un peu plus difficile, les mères dévorantes. Et ça c'est pas rien. Elle a une enfance assez mouvementée et donc elle fait une série où après les nanas, elle ne voulait pas être mise dans une case. Après les nanas, elle va faire cette série où les femmes sont plutôt difformes, d'un aspect assez désagréable. Encore une fois, donc toujours cette remise en question qui la caractérise. Absolument. Et qui caractérise ces 3 personnages formidables que vous nous présentez dans une exposition au Grand Palais à l'honneur de Niki de Saint-Phal, Jean Tinguely et Pontus Sulten. Merci beaucoup Sophie Duplay et vous avez apporté le catalogue de l'exposition que je vais montrer en guise de conclusion. Un grand merci d'être venu nous présenter cette exposition et à très bientôt. On passe tout de suite à la consommation. Le prix du pain est souvent un indicateur intéressant du coût de la vie dans une ville. À Paris, la baguette est plus qu'un symbole gastronomique et son prix explose dans les boulangeries, surtout dans ces nouvelles enseignes à la mode, dans les supermarchés. Il arrive qu'une baguette de pain soit, elle, proposée à 35 centimes. L'écart se creuse en termes de prix. Alors, quelles conséquences et quel impact sur la qualité ? On va en parler ensemble, puisque le pain, c'est une forme de baromètre. Et c'est là où c'est très intéressant. C'est un indicateur du niveau des prix. Alors, ça peut être un indicateur du niveau des prix. Là, ça va surtout être un indicateur d'une nouvelle stratégie de la grande distribution qui, finalement, peut-être après la distribution de carburant, les stations-service, pour lesquelles on avait une activité avec des indépendants, semble s'attaquer, là, dorénavant, au métier de la boulangerie. Ça veut dire que pour les boulangers, pour les artisans boulangers, il y a une vraie menace parce qu'il y a une vraie offensive de la grande distribution dans ce secteur. Est-ce que cette offensive de la grande distribution, elle répond aussi à une hausse du prix du pain dans les boulangeries, chez les commerçants ? Elle répond même plus largement à une hausse des prix alimentaires. On a connu en 2022-2023 des hausses de prix sans précédent. Je vous rappelle qu'un panier de produits représentatifs en grande surface, en 18 mois, avait augmenté de 25%. Un panier à 100 € était à 125 €. Ça veut dire que les consommateurs sont rentrés dans un processus d'arbitrage, parce que les dépenses augmentent, les ressources sont contraintes. Qu'est-ce qu'on fait ? On va arbitrer. Arbitrer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire acheter moins ou acheter moins cher. Donc, acheter moins, on retire du panier certains produits. Acheter moins cher, on va essayer effectivement d'aller vers des produits moins chers. Les marques de distributeurs, par exemple, ont eu un certain succès. Pour le pain, ça peut vouloir dire effectivement se passer un peu du pain chez l'artisan classique et aller vers la grande distribution qui, elle, va proposer peut-être pas le même pain en termes de qualité, mais en termes de prix, en revanche, un tarif très attractif. Oui, parce que le pain en France, c'est quand même un impondérable de la table. Alors en effet, vous avez raison de parler de cet arbitrage qui se fait donc plutôt sur le prix. Grégory Carré, chez UFC Que Choisir, vous analysez évidemment les tendances de prix sur de nombreux produits qui concernent notre quotidien, notre consommation.
Est-ce que la baguette de pain est en train d'atteindre un prix qui est complètement décorrélé de sa valeur réelle ? Évidemment, on sait comment on fabrique du pain. Enfin, oui. On sait qu'il faut peu d'ingrédients, que ce ne sont pas des ingrédients coûteux. En revanche, on sait que le prix de l'énergie, lui, a beaucoup augmenté. Oui, effectivement. Alors, on peut regarder sur le long terme, parce qu'on est quand même une très vieille association. Ça fait très longtemps qu'on fait des relevés de prix. Et donc, je suis allé regarder un peu ce qui se passait dans le passé. Vous êtes remonté jusqu'où ? 1984. Super. Et donc, 1984, ça coûtait, la baguette, alors pas 1 franc, contrairement à ce que les gens disent. Ça, c'est faux. Oui, les gens qui vous disent qu'ils ont connu la baguette à 1 franc, ils sont très, très âgés. C'était 2 francs 60. Alors, 2 francs 60, ça veut dire quoi ? Bah oui, ça veut dire quoi ? On va regarder en temps de travail. En temps de travail, payé au SMIC, c'est 3 minutes 30. D'accord. Aujourd'hui, c'est 3 minutes 40. Donc, c'est 10 secondes de plus, voilà. Il y a 10 ans, c'était 3 minutes 30 aussi. Donc voilà, ça a peut-être un tout petit peu augmenté, mais finalement... pas dans des proportions si on regarde en temps de travail, payé au SMIC, finalement, c'est un peu un produit stable. Alors, c'est un produit alimentaire stable, mais il faut savoir que sur le long terme, les produits alimentaires ont plutôt beaucoup diminué. C'est pas... On en a parlé il n'y a pas longtemps sur votre antenne. Ce n'est pas parce que les consommateurs s'enrichissent, c'est parce que les consommateurs ont changé leur panier de consommation. Il y a des produits, des services dont le prix a augmenté, d'autres dont le prix a diminué. Le logement est devenu le premier pôle de dépenses. Et on en a parlé hier dans l'émission. Ça veut dire que ça vous laisse moins de place pour d'autres. Et l'alimentaire, on avait pris l'habitude à dépenser de moins en moins d'argent dans l'alimentaire. 2022-2023 a complètement modifié notre algorithme. On était complètement perdus parce que là, ça ne marchait plus du tout. Nous qui avions l'habitude de consacrer moins d'argent à se nourrir, là, ça a été compliqué. Pour le pain, c'est plutôt stable. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que dans les supermarchés, ils arrivent à proposer des baguettes qui sont 2 fois moins chères. Alors, est-ce qu'on rogne sur la qualité quand c'est 2 fois moins cher ? On n'a pas testé la qualité, donc je ne vais pas m'avancer parce qu'on est quand même connu pour nos tests et donc on ne va pas s'avancer, même si les gens peuvent se faire leur propre opinion. En revanche... Mais il y a plus d'additifs, non ? Alors, pas forcément. Il y a 2 types de pain. Enfin, on a comparé, on a travaillé sur l'emblématique baguette. Vous avez 2 types de baguettes, la baguette classique et la baguette tradition. Sur la baguette tradition, vous êtes en effet garanti sur quasiment l'absence de certains additifs qui sont indésirables. Mais vous trouvez les 2 produits d'ailleurs en grande surface et dans les boulangeries classiques. Sur la baguette classique, vous pouvez trouver finalement peut-être des additifs dans les 2, malheureusement. Je crois en lisant votre étude avoir noté aussi qu'il y avait peut-être plutôt une question de fraîcheur. Évidemment, le pain qu'on va acheter chez son boulanger a été préparé dans la nuit, le matin ou plus tard dans la journée. Oui, certes, mais à la fois, maintenant, il y a de plus en plus Alors déjà, il y a des boulangeries classiques qui ne sont plus que des réchauffeurs de pain. Donc, il faut se méfier. Et puis, dans la grande distribution, il y a certains hyper qui vous disent, nous, on a un boulanger sur place, maintenant, on le fabrique sur place. Oui, et les fournées peuvent être en continu aussi. Alors, en revanche, ce qui est très clair, c'est que les 2 commerces n'ont pas les mêmes charges. Un boulanger va être obligé quasiment de faire fonctionner tout son commerce sur la baguette, l'emblématique baguette. Ça veut dire qu'il doit amortir tout. Il doit amortir l'achat de la farine, il doit amortir l'énergie qui a beaucoup augmenté, les charges de loyer qui peuvent être énormes. Alors, ce qui n'est pas le cas des supermarchés et des hyper. Une grande distribution, déjà, il va négocier d'énormes volumes de farine, donc probablement qu'il va négocier à la baisse. Et puis, finalement, en termes d'énergie, elle est déjà là, elle est déjà utilisée. Il a déjà sur place quasiment toute l'infrastructure. Et ça fait des économies d'échelle. Voilà. Il n'a pas besoin de caissière parce que finalement, vous passez en caisse avec l'ensemble de votre panier. Et puis surtout, il a, lui, envie, à mon avis, de proposer des prix très très bas. Si vous regardez la rentrée, si vous suivez un peu les annonces, il y a une guerre de communication entre une enseigne bretonne et une enseigne plutôt hard discount d'origine allemande. Ils sont en train de se dire c'est moi le moins cher sur le pain et tout ça. On tire. Et donc voilà. Et donc là, c'est vraiment un produit d'appel. Alors c'est vrai que les écarts sont très significatifs. Et qui dit produit d'appel dit que ce n'est pas forcément rentable pour l'enseigne de le proposer à ce prix-là. Voilà. Et puis en tout cas, il peut même se limiter à faire une toute petite marge, même si la grande distribution, elle n'a pas le droit de vendre à perte, donc dit qu'elle continue de faire de la marge en la vendant parfois à 35 centimes, même si la moyenne est à 55 centimes pour la baguette classique. C'est vrai que dans une boulangerie classique, on est autour d'un euro 0,9. Ce qui est inquiétant pour les boulangers quand même, c'est que l'écart s'est creusé très rapidement sur 1 an, avec un écart de 7 centimes. Ça veut dire que dans un contexte où les consommateurs sont très attentifs au prix, on est dans la zone de tous les dangers pour les artisans boulangers.
Pour la tradition, en revanche, l'écart est moins marqué. Ça reste cher, même en supermarché. Ça reste, voilà. Donc, ils font beaucoup moins d'efforts, ce qui montre que c'est probablement pas l'objet de leur stratégie offensive sur la tradition. Une dernière question, très rapidement, sur ces boulangeries à la mode qui se multiplient dans Paris et qui n'ont pas froid aux yeux, qui peuvent même proposer des baguettes jusqu'à 3 €, 4 €. Ça existe? Oui, ça existe, donc ils ont trouvé... Mais quoi, là c'est du marketing? Oui, là c'est du marketing. Alors ils doivent être certainement dans les arrondissements assez centraux où il y a une clientèle internationale qui ne connaît pas le prix de la baguette, prix du pain. Et voilà, et donc, mais bon, pour les consommateurs, ils y sont attentifs, même si c'est vrai que dans leurs souvenirs, ils se trompent un peu. Quand ils pensent qu'ils l'ont acheté à un moment donné 1 franc, c'était... Il y a très très longtemps. 1 franc, je ne sais pas, ça doit être dans les années 60. Ça fait longtemps que la baguette de pain ne vaut plus 1 franc. Mais merci de nous avoir éclairé sur ce sujet, de nous avoir permis de mieux comprendre pourquoi la baguette de pain le prix diminue dans nos supermarchés, augmente chez nos boulangers, et puis les arbitrages qu'on peut faire évidemment au quotidien. Merci beaucoup Grégory Carré, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Et moi je vous dis à demain, même lieu, même heure, toujours sur le Figaro TV. Une excellente soirée.